suis Vegeta! 俺が本物の渦巻きナルトだってばよ。これはモンキー D ルフィよろしく。私はエルです。Ohayo les Nakama, et bienvenue sur ce podcast. Que tu maîtrises le Reiton, le Haki des Rois, le Souffle du Soleil, l'Ultra Instinct ou encore l'Alchimie sans cercle de transmutation, tu as ta place ici. D'ailleurs, même si tu portes le Sodorochimaru ou le Kama, je veux bien de toi. Je m'appelle Ségolène, Ségo pour les intimes, passionnée de manga depuis pas si longtemps que ça, et j'essaye tous les vendredis de te parler de ce que j'ai lu, de ce que j'ai vu, de ce qui m'a plu ou de ce qui m'a déçu, mais toujours dans la joie et dans la bonne humeur. Bonne écoute! Alors après vous avoir parlé ces dernières semaines de mangas qui sont relativement récents, j'ai décidé de faire un petit retour en arrière, un petit flashback dans le temps et de vous parler d'un manga que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai particulièrement apprécié et qui à mon sens devrait être lu par tous les fans de manga. Il s'agit évidemment de Bakuman. Parce que évidemment on en parle pas assez, mais la vie des mangaka elle est pas aussi simple qu'il n'y paraît, parce que nous on a vraiment l'aspect sympa de se dire bon bah on reçoit nos mangas en France, c'est cool, ils sont édités, on peut les lire, c'est très sympa. Mais finalement les mangaka ils ont quand même un rythme de vie qui est très intense, ils ont beaucoup de contraintes, notamment de la part de leurs éditeurs, ils ont énormément de deadlines à respecter, des impératifs, et à moins d'être vraiment des génies absolus du manga, en général ils ont aucune garantie à 100% que leur manga va perdurer dans le temps. Et ça peut vraiment s'arrêter très subitement, comme on va le voir notamment dans Bakuman. Les éditeurs ne sont pas non plus des gentils bisounours contents pour le bien commun de publier des mangas, ils ont un aspect business à respecter, un aspect tirage, un aspect vente qui évidemment est indéniable et qui se retranscrit dans leurs attitudes. Donc tout ça pour dire que finalement, encore plus nous les occidentaux, on ne voit que la phase qui est émergée de l'iceberg, on ne sait pas tout ce qui va se passer dans les dessous des maisons d'édition au Japon. Et c'est là justement qu'il y a toute la richesse de ce manga, de Bakuman, c'est qu'on va nous expliquer un peu de manière imagée, de manière illustrée, de manière ludique, mais néanmoins vachement détaillée, comment ça se passe dans le monde de l'édition au Japon, avec évidemment en plus une petite histoire de fond qui est un peu plus légère, comme fil conducteur tout au long du manga. Petite précision, il n'y aura pas de spoil dans cet épisode, puisque Bakuman est vraiment un manga plus instructif qu'autre chose, donc je ne vous dévoilerai évidemment pas la fin de l'histoire, mais il n'y aura pas spécialement de spoil dans cet épisode. Donc l'œuvre, évidemment, c'est une œuvre de mon duo préféré de tous les temps, au cas où vous ne l'aviez pas encore compris, après l'avoir répété à peu près 1 milliard de fois, Tsugumi Ohba et Takeshi Obata, qui sont les auteurs de Death Note, les auteurs de Platinum End, notamment, et les auteurs de Bakuman du coup. D'ailleurs, j'ai appris une anecdote qui était assez amusante sur Tsugumi Ohba, en faisant des recherches justement pour cet épisode. En fait, Tsugumi Ohba, ce que je ne savais pas, c'est que c'est un pseudonyme, et que l'identité réelle de ce scénariste, de cet auteur, est en réalité inconnue, sauf évidemment par les éditeurs de la Shueisha, qui eux gardent le secret bien évidemment. Tsugumi d'ailleurs, c'est un prénom féminin, donc ça, je pense que ça a été choisi exprès pour semer un petit peu le trouble et brouiller un petit peu les pistes. Et dans une interview, les éditeurs de la Shueisha ont affirmé, en parlant de justement Tsugumi Ohba, que physiquement il ressemblait à Nier, donc Nier qui est un personnage de Death Note, car c'est quelqu'un qui est très casanier. Il ressemblait également un petit peu à Light au niveau de son caractère, puisque c'est quelqu'un qui apprend extrêmement vite et qui est très intelligent. Et enfin, il ressemble à elle, puisqu'apparemment il a la même manière de se tenir que lui, en repliant les genoux sur une chaise, et notamment quand il a écrit le scénario de Death Note. Donc j'ai trouvé ça assez rigolo. Je me suis dit que c'était sympa comme anecdote dans cet épisode de vous parler un peu de cet auteur. Et Obata, bah évidemment, bon, j'en parle pas parce que je vous en parle pratiquement à chaque épisode, dessinateur de génie, et on retrouve encore une fois toute la beauté de son trait dans le manga de Bakuman. Donc ce manga il a été publié entre 2008 et 2012, et ça, il comptabilise une totalité de 20 tomes. En France il a été édité par Kana, et il y a aujourd'hui un animé de 3 saisons, et dans chacune des saisons il y a 25 épisodes, et il est dispo si je dis pas de bêtises sur ADN notamment, puisque c'est là où je l'avais vu pour ma part, après avoir lu le manga. Super. Alors Bakuman, de quoi ça parle ? Et bah ça parle de Moritaka Mashiro, qui plus tard sera surnommé Saiko par son acolyte. Donc Moritaka, c'est un jeune garçon qui est en dernière année de collège, donc il est assez jeune. C'est le neveu de Nobuhiro Mashiro, qui était un mangaka, qui a connu son heure de gloire, mais malheureusement qui est décédé suite à du surmenage. Pendant un moment on va penser qu'il s'est suicidé, mais on se rend compte qu'en fait il était juste complètement surmené. Il avait eu une série qui fonctionnait très bien, qui avait été adaptée en dessin animé, et en fait un peu du jour au lendemain, sa popularité a chuté, et il a dû vraiment se surmener pour essayer
de rester au niveau. Malheureusement, il est décédé, mais Moritaka Mashiro, il veut devenir mangaka quand même, il veut être comme son oncle, et depuis tout petit, il semble avoir des très bonnes prédispositions pour le dessin. Et donc ces prédispositions-là ne vont pas échapper à l'un de ses camarades de classe qui s'appelle Akito Takagi, qui sera lui plus tard surnommé Shujin, qui lui-même est très doué pour l'écriture, pour l'invention de scénarios en tout genre. C'est le premier de la classe, c'est un mec hyper intelligent, hyper brillant, et du coup, il va aller voir Saiko, il va lui dire écoute, viens mon gars, on écrit des mangas ensemble. Donc en tant que duo, l'un scénariste et l'autre dessinateur. En parallèle de ça, Shujin a remarqué, puisque rien ne lui échappe, que Saiko est amoureux de Mio Azuki, qui est une fille de leur classe, et Shujin est carrément certain que c'est réciproque et que Azuki est aussi amoureuse de Saiko. Du coup, il va le pousser en fait à déclarer sa flamme à Azuki, et finalement, il a raison puisque elle va lui avouer que elle aussi elle est amoureuse de lui, et du coup, tous les deux, ils décident de se faire une promesse complètement improbable, et donc Shujin en sera témoin, puisqu'ils vont sonner chez elle un soir, et Azuki va dire à Saiko, écoute, ce que je te propose, puisque moi mon rêve c'est de devenir doubleuse d'animé, et toi ton rêve c'est de devenir mangaka, et bah c'est qu'on se mariera le jour où on aura réussi à atteindre nos objectifs. Et donc leur objectif c'est qu'elle puisse devenir une doubleuse reconnue, et que eux puissent avoir un manga qui cartonne pour qu'ils puissent avoir une série en animation, et qu'elle puisse être la doubleuse d'un des personnages féminins de leur série. Donc voilà, c'est leur goal ultime, ils se marieront pas avant ça, ils ne se verront pas particulièrement avant ça, ils auront le droit d'échanger que par texto ou par mail. Du coup forcément ça va les motiver tous les deux encore plus à atteindre leurs objectifs, et en plus ils vont être soutenus par leurs amis tout au long de l'histoire. Alors pourquoi est-ce que Bakuman c'est une réussite? Pourquoi c'est un manga qu'il faut vraiment avoir lu quand on aime les mangas? Et bah la première raison tout simplement c'est l'histoire, le scénario. Donc dans Bakuman la totalité de l'histoire se passe au Weekly Shonen Jack, donc si vous avez pas compris la référence, je peux rien faire pour vous vraiment. C'est très intéressant pour nous parce que on va se rendre compte comment fonctionne l'édition au Japon, qui est un petit peu différente de ce qui se fait ici en France par exemple. Donc déjà on va constater que le vote du public est vachement important pour pouvoir rester dans la course entre guillemets, qu'il y a évidemment comme partout des grands génies du manga qui vont surpasser les autres quelle que soit l'œuvre qu'ils vont proposer, que c'est une lutte quotidienne finalement entre eux, qu'il y a des rendus, des deadlines très régulières, que les auteurs parfois passent plus de temps finalement avec leur éditeur qu'avec leur propre famille et leurs propres amis, ils ont pas vraiment de vie sociale, et surtout ils sont pas toujours décisionnaires sur leurs œuvres, et les éditeurs ont vraiment une influence énorme sur les œuvres qui vont sortir. Donc ils ont pas le dernier mot, rien n'est jamais rassuré, rien n'est jamais garanti, un manga peut s'arrêter du jour au lendemain, tout comme un manga qu'on soupçonnait pas forcément peut devenir, si le public l'apprécie, un chef-d'œuvre. En tout cas c'est vraiment une histoire qui est très détaillée, très fournie, on apprend énormément de choses, le rythme est très bon. Alors il y a des tomes qui sont un petit peu conséquents, qui sont très denses avec beaucoup de textes. Alors je vais pas spoiler ici ni raconter exactement de quoi il s'agit parce que c'est là tout l'intérêt de l'histoire, donc je vous laisse découvrir ça si vous ne l'avez pas lu, mais vraiment on apprend énormément de choses et on ne s'ennuie en fait jamais dans cette histoire, même si évidemment il y a des moments du rythme où c'est un petit peu plus lent, mais ça sera toujours des moments où on va nous expliquer quelque chose. Donc dans tous les cas on ressort toujours hyper grandi de chaque tome de ce manga là, puisqu'on apprend toujours énormément de choses à chaque tome. En ce qui concerne l'histoire d'amour entre Azuki et Saiko, c'est un petit plus dans l'histoire qui va finalement réussir à intégrer progressivement les valeurs du shonen, puisque notamment les deux vont devoir se dépasser pour atteindre leurs objectifs finaux, travailler très dur, vraiment sortir de leur zone de confort pour pouvoir réussir à atteindre leur objectif et potentiellement se marier. Donc ça donne en plus un petit côté un peu léger au manga, parce qu'il y a cette petite histoire qui est assez mignonne entre les deux avec leurs amis qui les soutiennent, et c'est du coup en opposition à tout le sérieux et tout le côté impitoyable du monde de l'édition. Donc je trouve que ça c'est très bien équilibré dans l'histoire, le côté la petite histoire d'amour, et à côté les requins de l'édition, tous les obstacles qu'ils vont rencontrer, les problèmes qu'ils vont avoir, et le monde un petit peu cruel de ça peut s'arrêter en 5 minutes. Ce qui est aussi sympa dans ce manga, c'est qu'il y a énormément de clins d'œil à d'autres mangaka connus, d'autres œuvres, par exemple Akira Toriyama avec Dragon Ball. Donc Shujin et Saiko sont tous les deux très fans de Dragon Ball. Pour eux c'est le manga le plus abouti du monde. Il y a évidemment aussi régulièrement des clins d'œil à Masashi Kishimoto, l'auteur de mon bien aimé Naruto, parce qu'on voit très souvent des tomes de Naruto qui sont affichés dans les magasins, où ils en parlent à un certain moment, et évidemment Eiichiro Oda, l'auteur de One Piece, notamment sur tout ce qui va concerner les problèmes de santé, les problèmes de surmenage des mangaka, parce que je pense que vous n'êtes pas le seul de savoir que Oda a eu des gros problèmes de santé, mais qu'il a continué à écrire, à dessiner ses planches de One Piece du fond de son lit à l'hôpital. Et les auteurs, donc Oba et Obata, font aussi des références à leurs propres œuvres, notamment à Death Note et à Hikaru no Go. Les personnages. Alors moi je trouve que c'est la grande richesse de ce manga, et c'est souvent de toute façon ce qui fait la réussite d'une œuvre, je trouve, c'est la qualité des personnages. Et dans ce manga, ce qui est très appréciable, c'est qu'ils sont très variés, avec des caractères très différents, et souvent des forts caractères. Après c'est plutôt sympa. On a évidemment les deux personnages principaux, donc Shujin et Saiko, qui sont tous les deux hyper attachants, chacun dans son genre. Saiko parce que on a envie de le voir réussir, on a envie de le voir se marier avec Azuki, donc on est là derrière lui à se dire bon bah vas-y, en plus il dessine vraiment très bien, donc vraiment on le soutient, même si parfois il est un petit peu têtu, et du coup il en devient
devient parfois un petit peu agaçant à certains moments, mais rien de grave, et ça passe en général assez vite, et on se rend compte que vraiment, il veut atteindre son objectif absolument. Et c'est un garçon qui est assez pudique, qui est assez réservé, qui est assez timide, et qui ose pas trop laisser exploser ses sentiments, notamment quand il est content vis-à-vis d'Azuki. Ensuite, on a Shujin. Shujin, moi, c'est mon personnage préféré dans l'histoire, que c'est un personnage qui est hyper intelligent, mais c'est aussi un ami, un vrai ami, vraiment, il a des grandes notions de l'amitié, et c'est quelqu'un de très sensible. Il pleure assez souvent, donc c'est peut-être pour ça que je me suis identifiée à lui, parce que comme vous le savez, je suis une grosse fragile qui pleure tout le temps, et c'est quelqu'un qui a un grand sens moral et qui vraiment va prioriser le bien-être de son ami Saiko avant le sien, régulièrement dans l'histoire. Il y a aussi deux persos féminins qui sont assez importants dans l'histoire, donc le perso de Mio Azuki, celle dont Saiko est amoureux. Alors au début, pendant une grande partie de l'histoire, elle est relativement effacée, on la voit pas beaucoup, et moi la première, au début de cette œuvre, je pensais que c'était vraiment un perso un peu insipide, qui servait juste à être un faire-valoir parce qu'elle est mignonne, parce que si, parce que ça. Et finalement déjà, au fur et à mesure de l'histoire, elle va prendre de plus en plus de place, son caractère va vraiment s'affirmer, et on va se rendre compte que finalement, elle est pas du tout aussi frêle et fragile que ça. Encore une fois, je vais pas rentrer dans les détails parce que je veux pas vous spoiler l'histoire pour ceux qui n'ont pas lu, mais voilà, il y a plusieurs incidents, plusieurs situations qui vont faire qu'on va se rendre compte qu'elle est courageuse, qu'elle assume les choses, elle assume les responsabilités avec beaucoup d'aplomb, et que finalement elle est pas du tout aussi délicate et petite fleur fraîche du matin qu'on ne le pense, même si elle reste très mignonne et très attentionnée. Ensuite on a Kaya Miyoshi. Alors Kaya, c'est la meilleure amie de Mio, justement, de Azuki, et sur un espèce de malentendu, elle va se retrouver à être la petite amie de Shujin, dont elle est amoureuse, et donc elle a vraiment un sacré caractère, c'est une ancienne karatéka, elle s'énerve sur pas grand chose, elle est prête à tout par contre pour défendre les gens qu'elle aime, et c'est vrai que sous ses airs un peu bourru, un peu masculin, finalement elle est hyper sensible, et c'est quelqu'un qui va être un très grand soutien pour les garçons, parce que autant Mio a dit à Saiko qu'elle voulait pas le voir, donc elle intervient pas du tout au niveau des œuvres des garçons. Elle, par contre, Kaya, elle va être très investie, alors déjà parce que c'est la copine de Shujin, mais surtout parce que vraiment elle a envie de les aider. C'est la meilleure amie d'Azuki, donc elle a envie de la voir réussir et de se marier avec Saiko, donc elle va vraiment être un élément central de ce trio, et c'est d'ailleurs elle qui va trouver le pseudonyme qu'ils vont utiliser pour leurs œuvres, qui est Muto Ashigori, et c'est une contraction en fait de leur prénom à tous les deux, et en plus ils ont ajouté le mot rêve en japonais. Donc voilà, c'est le pseudo qu'ils vont utiliser tout au long de l'histoire pour publier leurs œuvres. Ensuite, on a les autres mangaka, évidemment. Donc, il y a une certaine rivalité, finalement, entre tous les mangaka du Weekly Shonen Jack, puisqu'ils font un peu tous la même chose. Mais finalement, c'est une rivalité qui va être assez saine. Alors, je sais pas si c'est un peu imagé, un peu romancé, évidemment, pour l'histoire, parce que voilà, c'est un shonen et qu'il faut que ça reste quand même assez sympa. Mais finalement, ils vont mutuellement se pousser les uns les autres à s'encourager, à se dépasser, à essayer de se battre dans les sondages, etc. Mais, paradoxalement, à côté de ça, ils se témoignent tous beaucoup de respect. Et au fur et à mesure du temps, ils vont même devenir pour certains des vrais amis, et ça c'est assez sympa à voir. Donc je pense que, je sais pas si ça reflète réellement ce qui se passe dans la réalité, parce que j'imagine que tous les mangaka ne s'entendent pas forcément, mais je trouve que ça a été bien retranscrit. On a Eiji Nizuma. Alors lui c'est le grand prodige du manga, c'est le premier rival des garçons. Donc il a le même âge qu'eux, et en fait lui c'est un génie, parce que dès ses 16 ans il s'est déjà vu sérialiser. Alors sérialiser ça veut dire avoir une série, un manga. C'est quelqu'un qui a une capacité de travail complètement hallucinante, donc il est capable de produire des planches dans un temps record. Enfin, vraiment c'est un passionné, en natif comme on dit. Il est complètement perché au premier abord, donc vraiment il passe son temps à crier, à faire des bruits un peu bizarres. Si on lui parle d'autre chose que du manga, il est complètement à côté de la plaque. Donc vraiment ils ont poussé à l'excès son côté artiste prodige fou, mais c'est assez sympa. Mais à côté de ça il est très respectueux notamment de Saiko et de Shujin, qu'il considère vraiment comme son rival, enfin ses rivaux du coup. Et au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de l'histoire, ils vont devenir amis. Il va les encourager, et en fait cette rivalité entre les trois va créer une espèce d'émulsion, ça va forcément toujours les pousser à se dépasser. Et Eiji notamment, quand il va considérer que les garçons font des mauvaises œuvres, des choses qui sont pas du tout dans le cadre de ce qu'ils ont l'habitude de faire, il n'hésitera pas à le dire, et à dire que ça le démotive et que ça lui donne plus envie de se battre. Donc c'est aussi quelqu'un qui a une excellente analyse du monde du manga, et il sait prédire quasi systématiquement à l'avance quelles sont les œuvres qui vont être des tops et quelles sont les œuvres qui vont être des flops, et il se trompe quasiment jamais, et c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup. Et juste après Shujin, je pense que c'est mon deuxième personnage préféré, parce que j'adore son côté excentrique, j'adore les plumes qu'il utilise pour dessiner, qui sont à chaque fois en forme de plumes de corbeau. Du coup il les lance dans tous les sens, enfin vraiment il est complètement possédé, mais je trouve qu'il est hyper attachant, je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite on a Shinta Fukuda, qui est un peu l'outsider. Donc lui c'est un mec qui fait plutôt des histoires de motards, des histoires un petit peu violentes, qui frôlent plutôt entre le shonen et le seinen. C'est quelqu'un qui est un peu arrogant et qui est très colérique, et au début on a un peu de mal avec lui, mais il a un très bon fond qu'il cache un petit peu, et c'est surtout quelqu'un qui n'hésitera pas à s'impliquer beaucoup pour sauver ses collègues mangaka qui vont devenir ses amis. Et petit à petit justement cette équipe de mangaka
mangaka qui vont devenir proches, on va les appeler le clan Fukuda. Donc en hommage à lui, parce que c'est un peu lui qui prend la tête des opérations. Ensuite, on a Takuro Nakai. Je pense qu'avec ce personnage-là, les auteurs ont voulu caricaturer un peu l'image du mangaka raté, puisque lui, voilà, ça fait 15 ans qu'il est seulement assistant, alors qu'il a un réel talent pour le dessin. Il fait des décors absolument extraordinaires, mais il n'arrive pas à percer, et il obtient que des postes d'assistant tout le temps. Et donc lui, il rêve d'avoir sa propre série, et surtout, il rêve de trouver une femme. C'est un personnage qui est assez touchant, parce que finalement, dans l'histoire, il lui arrive pas mal de choses. Il vrille un petit peu à certains moments, mais on ne peut que se mettre à sa place et se dire que, à mon avis, dans la vraie vie, des cas comme le sien, il y en a vraiment beaucoup. Ensuite, Kazuya Hiramaru. Donc lui, c'est aussi un génie du dessin, un peu comme Eiji, mais lui, il a voulu devenir mangaka juste pour pouvoir avoir des meufs et gagner de l'argent, grosso modo. Il avait pas du tout envisagé que finalement ça allait être un rythme de vie de malade qu'il allait pas réussir à tenir, et du coup ça donne lieu à des scènes qui sont assez drôles pendant tout le manga, parce que lui c'est vraiment le mec qui ne veut pas travailler, qui repousse tout le temps les deadlines, qui essaye d'esquiver son éditeur, et donc c'est assez drôle, et son éditeur notamment qui cherche toujours des prétextes complètement bidons pour essayer de le faire bosser en lui disant par exemple écoute si tu me rends ton chapitre je t'organise un date avec une nana, et qui réussit à trouver à chaque fois la carotte pour le faire avancer, parce que sinon le mec ne fout rien. Mais il est très drôle, c'est un personnage aussi très sympa. Ensuite on a Yuriko Aoki, donc c'est une des rares femmes de la profession. Elle est auteure, elle, plutôt de shoujo, avant finalement de se lancer un peu plus dans le shonen. Et au départ elle est très orgueilleuse, très froide, voire un peu hautaine, un peu condescendante avec les autres, elle veut pas trop se mélanger avec eux. Mais au fur et à mesure de l'histoire, elle finit un petit peu par s'ouvrir et elle montre un autre aspect de sa personnalité. Et finalement elle a un côté très touchant, elle aussi. Ensuite on a un personnage que moi je n'aime pas beaucoup, qui est Aiko Iwase. Donc elle, c'est une fille qui était dans la classe de Saiko et de Shujin. Ils ont toujours été en compétition puisque c'était la deuxième de la classe, donc elle a toujours passé sa vie à essayer d'être meilleure que Shujin. Donc quand elle apprend qu'elle fait du manga, elle décide de se lancer subitement dans le manga pour pouvoir être en compétition avec lui, parce qu'en plus elle a pas du tout bien vécu le fait qu'il choisisse Kaya plutôt qu'elle, parce qu'elle aussi lui avait plus ou moins fait sa déclaration. Et donc voilà, elle se met dans le manga pour être en compétition avec lui. Je trouve que c'est un personnage, enfin moi je l'ai pas apprécié particulièrement, mais bon, elle est, je pense, nécessaire au déroulement de l'histoire, qu'elle avait sa place dans le récit, mais c'est vraiment pas un des personnages que j'ai préféré. Pour les mangakas, je vais m'arrêter là parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Il y a beaucoup d'autres personnages qui apparaissent dans l'histoire, mais je vous ai cité les plus importants. Et évidemment, pour ceux qui ont envie de lire Bakuman, de le regarder, vous découvrirez les autres au fur et à mesure de l'histoire. Mais il y a plein de petites histoires comme ça qui sont assez touchantes sur des profils très différents. Donc je pense que les auteurs, pour le coup, ont voulu nous montrer un peu un panel des différentes personnalités que l'on peut rencontrer dans le monde du manga. Probablement en se calquant sur des vraies personnalités de vrais mangaka qui existent, et je pense que si on y fait très attention, qu'on se penche un peu plus dans les détails, il y en a sûrement qui sont des mangaka connus, qu'on lit aujourd'hui ou qu'on a lu, et il y a certaines personnalités qui pourraient ressortir si on y faisait plus attention. Évidemment, on a les personnages de la rédaction du Weekly Shonen Jack. Donc le tout premier avec lequel on va être en contact, c'est Akira Hattori, donc ça va être le premier éditeur des garçons de notre duo. Il a beaucoup d'expérience dans le domaine, il est assez bienveillant avec eux, il les accompagne du mieux qu'il peut. Alors il n'hésite pas à les secouer et à leur dire les gars là vous faites de la merde, mais il est toujours très gentil, très bienveillant, et vraiment il essaye toujours de les mettre en priorité sur tout, et parfois il se laisse même un peu dépasser par ses émotions, et il va pas hésiter à sortir en fait du cadre professionnel et de ses obligations, et parfois même à mettre sa carrière en danger justement pour pouvoir aider les garçons. Donc ça c'est assez sympa. Un personnage que j'aime beaucoup. Goro Muria, qui va être le deuxième éditeur, puisqu'en fait les garçons quand ils vont changer de série, ils vont devoir changer d'éditeur forcément, parce que ça peut pas être toujours la même personne qui les suit, et ça sera expliqué dans l'histoire. Si vous vous penchez dessus, vous verrez. Au départ, c'est un personnage qui est très sûr de lui, qui est un petit peu arrogant, alors que finalement il a très peu d'expérience, et souvent ça va attirer des catastrophes, il va donner des mauvais conseils aux garçons, ils vont souvent être en désaccord, parce que justement il connaît pas grand chose. Mais avec le temps, il va prendre il va s'étoffer un petit peu, il va s'adoucir aussi, et surtout il va être épaulé par Hattori qui va venir l'aider, parce qu'il a une grande affection pour les deux garçons, qu'il a envie de les voir réussir, donc il va les aider. Ensuite on a donc les autres éditeurs des autres mangaka, donc Yujiro Hattori, qui s'appelle aussi Hattori d'ailleurs, je me suis toujours demandé pourquoi ils avaient le même nom. C'est le responsable de Eiji et de Fukuda, donc lui il est complètement désespéré parce que je pense qu'il a pris les deux pires personnalités des mangaka qu'il soit, donc entre l'artiste fou et le mec complètement rebelle qui a pas du tout envie de se plier aux exigences, mais finalement il arrive à s'habituer à eux, et surtout il est content parce qu'il se dit j'ai quand même des mangaka à succès, donc ça peut potentiellement m'offrir des postes un peu plus importants par la suite. Mais ça reste quelqu'un quand même de foncièrement gentil, il est pas du tout mauvais dans l'histoire, même si évidemment il sert ses propres intérêts la plupart du temps, et il réussit finalement à trouver un mode de fonctionnement pour travailler avec les deux garçons. Ensuite on a Koshi Yoshida, donc le fameux éditeur de Hiramaru, qui est obligé tout le temps d'inventer des prétextes pour pouvoir le forcer à travailler. Donc on a aussi les directeurs éditoriaux, donc qui sont Isashi Sasaki et Yoshihisa Eshi, qui sont les personnes qui vont prendre les décisions, etc., qui vont gérer toutes ces équipes d'éditeurs. Donc le premier des deux, il est assez strict, il n'hésite pas à être assez radical dans ses décisions, mais ça lui arrive aussi de se montrer assez compréhensif et assez empathique quand les situations donnent lieu de l'être. Et enfin au niveau des personnages, on a également un personnage qui revient de temps en temps, qui est plus ou moins important, qui est la maman de Mio Azuki, donc qui s'appelle Miyuki Azuki, qui est aussi belle que sa fille. Elle va soutenir sa fille à fond dans son développement, mais elle va soutenir
aussi les garçons finalement, parce qu'elle va découvrir que Saiko et Mio sont amoureux, et on va découvrir au fur et à mesure de l'histoire, donc ça c'est un micro spoil, que dans le passé elle a entretenu une relation amoureuse épistolaire aussi avec l'oncle de Saiko, donc le mangaka, mais que finalement un peu lassé de l'attendre au quotidien, parce que lui en fait s'était dit j'irai lui déclarer ma flamme quand j'aurai réussi, mais il a attendu trop longtemps et elle a fini par se marier avec quelqu'un d'autre. Donc ça va encore plus encourager Saiko à se dire merde, je veux pas que Mio elle ait l'impression que je la fasse attendre pendant 15 ans, donc je vais tout donner pour que ça marche et pour que j'atteigne mon objectif le plus rapidement possible. Le réalisme de cette histoire. Finalement, le duo Shujin-Saiko, c'est pas vraiment un auteur comme les autres. Les garçons, ils ont un style qui est un petit peu différent du shonen qui existe au moment de l'histoire. Ils frôlent souvent avec la limite avec le seinen. Ils font pas comme tout le monde, ils ont pas le même style d'histoire, et c'est comme ça dès le départ qu'ils essayent de se démarquer. Donc à chaque fois qu'ils essayent un petit peu de retourner dans des choses un peu plus classiques, ça ne leur va pas et ça ne fonctionne pas. Ce que j'ai adoré moi dans ce manga, c'est la conception et le déroulement notamment de tous ces mangas fictifs qu'il va y avoir dans l'histoire. Finalement, c'est un peu une mise en abîme continue pendant toute l'histoire, puisque on lit le manga d'auteurs qui dessinent un manga sur des auteurs qui eux-mêmes dessinent des mangas. Donc vraiment, c'est là où on se dit, ils sont partis loin, parce que déjà, eux, ils doivent inventer leur histoire, mais dans leur histoire, ils doivent inventer d'autres histoires pour leurs personnages. Donc finalement, c'est vachement bien fait, et ce qui est assez drôle, c'est que dans les histoires qui vont être inventées, c'est des choses qui pourraient très bien être des mangas qu'on lit aujourd'hui, des mangas d'actualité. Notamment, par exemple, à un moment, ils vont se lancer dans la rédaction d'un manga un peu thriller policier. Et typiquement, comme vous le savez maintenant, c'est le genre de manga dont moi je suis très friande. Donc c'est vraiment intéressant de voir comment ils vont développer ça et comment ils vont arriver à faire ou pas des chefs-d'œuvre tout au long de l'histoire, que ce soit eux ou les autres personnages de l'histoire, les autres mangaka. Donc qu'est-ce qui fonctionne pas, pourquoi ça fonctionne, comment ça marche, et je pense que pour le coup dans la vraie vie, c'est comme ça que ça se passe. Et donc ça c'est vachement intéressant d'avoir ce point de vue là. Évidemment, nous avons les dessins. Alors, je ne vais pas encore m'épancher pendant 100 ans sur cette partie, puisque je pense que maintenant vous avez compris depuis le temps que Takeshi Obata, pour moi, c'est le king. Enfin, le king qui a été, comme je vous l'ai déjà dit, récemment détrôné et qui est passé en seconde place parce que j'ai découvert Inoue, l'auteur de l'exceptionnel Slam Dunk, qui est... Bon, bref, je vais pas en reparler parce que je pense que je vous l'ai déjà dit plein de fois. Le trait est très propre, le trait est très travaillé, très détaillé. Les personnages sont toujours aussi beaux. Moi, c'est ce que j'adore chez Obata, c'est ses personnages. Je trouve qu'ils sont vraiment tous très beaux. Et encore une fois, ce qui est drôle, c'est qu'on va retrouver des expressions similaires entre des personnages de leurs différentes œuvres. Par exemple, Saiko me fait un petit peu penser à Mirai dans Platinum End, même s'il est beaucoup moins niais que lui, et Shujin ressemble beaucoup à Light Yagami de Death Note, par de nombreux aspects, notamment sur les traits du visage, notamment quand il est sérieux, quand il fronce les sourcils, etc. On voit vraiment le côté mec hyper brillant, mec hyper intelligent, qui aurait pu mal tourner s'il l'avait voulu, mais pour le coup, Shujin n'a pas du tout le même caractère que Light. Au niveau du chara design, il lui ressemble un petit peu, même au niveau des cheveux, il a un peu la même couleur de cheveux que Light, il est grand, enfin, il lui ressemble, moi je trouve qu'il lui ressemble. Et enfin, l'un des points qui est très appréciable dans cette œuvre, c'est la portée autobiographique. Évidemment, Oba et Obata sont un duo, donc on peut imaginer que Shujin et Saiko sont un petit peu une métaphore de leur propre histoire et de ce qu'eux-mêmes ont vécu à la rédaction de leurs différents mangas. Et on peut penser qu'ils se sont retrouvés dans les situations dans lesquelles se retrouvent ces deux personnages dans Bakuman. Par exemple, dans Bakuman, ils vont faire une œuvre, alors je vais pas trop rentrer dans les détails ni vous dire le nom, comme ça, si vous n'avez pas lu Bakuman quand vous arriverez à ce moment-là, vous ne saurez pas. Mais dans cette œuvre, c'est l'œuvre qu'ils proposent, c'est quand même un sacré clin d'œil, un sacré hommage à leur propre œuvre Death Note, puisque dans ce manga qu'ils vont proposer, il va y avoir des dieux de la mort, notamment un qui quand même a des traits très communs avec notre bon vieux Ryuk de Death Note. Schwartz, le personnage de Schwartz, il ressemble beaucoup à Light, parce qu'il a des idéaux un peu excessifs, un peu mégalomane, et finalement Weiss, qui est un personnage un peu anti-héros, qui va essayer de l'arrêter, etc. Il a un design qui est quand même assez proche du design de Nier dans Death Note. Schwartz, il va manipuler un personnage qui s'appelle Nao, donc c'est une fille, en lui faisant un espèce de lavage de cerveau pour que finalement elle puisse adhérer à ses idéaux. Là, on se dit, Misa, est-ce que c'est toi? Le logo même de ce manga en question ressemble un petit peu à celui de Death Note, et ce manga va posséder à peu près 12 tomes, ce qui est le nombre de tomes du manga Death Note. Donc voilà, c'est vraiment, ça se rapproche beaucoup de ça. Au niveau de l'histoire et des thèmes abordés dans le manga, c'est aussi très proche de ce que proposent ces auteurs, que ce soit dans Death Note par exemple, ou dans Platinum End, que tout le monde connaît aujourd'hui et dont j'ai parlé dans un épisode précédent. Donc finalement, on peut penser que c'est une métaphore de la réalité, et que les auteurs, donc Oba et Obata notamment, auraient peut-être aimé clôturer plus tôt la fin de Death Note, et c'est vrai que tout le monde est assez d'accord pour dire que les deux arcs principaux, on va dire, de Death Note, l'arc L et l'arc Nier, ne sont pas de la même qualité, tout comme c'est le cas dans l'animé, et que sûrement, dû à une pression des éditeurs, ils n'ont pas été finalement si libres que ça sur leur choix, et ils ont dû continuer le manga. Et c'est vrai que ça arrive assez souvent, et l'exemple le plus connu de ça, c'est bien évidemment Dragon Ball, qui aurait dû s'arrêter bien avant, et qui a été poussé à l'extrême, et on voit ce que ça donne aujourd'hui. Alors, je sais qu'il y a des teams pour Dragon Ball et
les suites, et il y en a qui le sont un petit peu moins. Et voilà, on sait que Dragon Ball ça a été un forçage extrême des éditeurs pour continuer. Aujourd'hui ça reste un chef-d'œuvre et ça reste un des grands classiques du manga, mais je pense que ça doit être assez frustrant pour un auteur de se forcer à continuer quelque chose qu'on n'a plus envie de faire, et c'est peut-être pour ça qu'évidemment ça perd en qualité par la suite. En tout cas pour moi, Bakuman c'est un classique que tous les fans de manga se devraient de lire absolument, pour mieux comprendre comment fonctionne le monde du manga, le monde de l'édition et de la publication au Japon, tout simplement de ces mangas qu'on aime tant. Et quant au personnage de Saiko et de Miyo Hazuki, et si vous voulez savoir si finalement ils réussissent ou pas à se marier, je vous invite à lire ou à regarder Bakuman. Merci pour ton écoute et comme toujours, j'espère que cet épisode t'a plu. J'écris, j'enregistre et je monte chacun de mes épisodes moi-même pour mon plus grand plaisir et j'espère évidemment aussi pour le tien. N'hésite pas non plus à me mettre des petites étoiles ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Pour moi, c'est un vrai plaisir de les lire et surtout, c'est un vrai encouragement. N'oublie pas non plus que le podcast fait désormais partie du collectif des podcasteurs d'histoire à bulles et d'imaginaire qui est composé de 7 autres podcasts. Évidemment, il y a beaucoup de podcasts manga, mais il y a aussi de la BD, du comics, de la littérature imaginaire, donc fantastique, fantasy et même de la science-fiction. Alors surtout, n'hésite pas à nous rejoindre sur notre Discord si tu veux échanger avec nous. On sera ravis de t'accueillir parmi cette joyeuse bande de fous. À vendredi pour un prochain épisode.